Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour une nouvelle émission. Et cette émission, cette semaine, aura lieu avec Dominique Lanzalavi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes auteur et aussi réalisateur de documentaires. On va parler d'un sujet évidemment qui vous est cher puisqu'on va parler des cabarets corses. On va parler évidemment de cet ouvrage aussi publié aux éditions Albiane, Cabaret Corse, au temps des guitares. Et on va évidemment commencer par le commencement, c'est-à-dire la naissance des cabarets, de ce concept aussi. Peut-être le définir pour les jeunes générations qui n'ont pas véritablement connu cet âge d'or des cabarets. Les cabarets corses, on dira que c'est un phénomène qui est né dans les années 40, 50 et qui a perduré jusqu'aux années 2000. Et même encore maintenant, il y en a. Donc les jeunes peuvent voir un peu cette ambiance-là. C'était, non pas comme les cabarets parisiens, ça n'a rien à voir. Le cabaret corse, c'était beaucoup de chanteurs qui se succédaient les uns après les autres, souvent avec des patrons qui eux-mêmes étaient des artistes, guitaristes ou chanteurs. Et voilà, donc c'était des temples de la fête corse, on dira. Voilà. Alors, l'âge d'or, on le verra plus tard, mais en tout cas, la naissance, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ou est-ce que ça existait déjà un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale ? C'est-à-dire que lorsque j'ai fait mes recherches, je me suis surtout basé sur les témoignages et non pas sur les documents comme on le fait d'habitude en histoire. Donc j'essayais de comprendre justement d'où venait ce phénomène des cabarets. Et bon, je ne peux pas délimiter vraiment un début et une fin précisément. Ce que je peux dire, c'est qu'il est sûr qu'en Corse, il y a toujours eu des bars à guitare. Même certainement au 19e siècle, il y avait toujours des bars avec une guitare. Peut-être pas institutionnalisé, justement. On prend sa guitare, on est au bar, au café. Exactement, d'un côté amateur, je dirais. Le fait que ça devienne professionnel, que ça devienne un concept en soi, je pense qu'on le doit beaucoup, c'est mon avis, je pense qu'on le doit beaucoup à Antoine Bonnet, lié à Ajaccio, qui a inventé le son des guitares, où il y avait là des musiciens qui étaient payés pour jouer. Même son père avait déjà un peu commencé. Et donc je pense que c'est un peu lui qui a inventé ce concept de cabaret corse. Même s'il y avait déjà d'autres cabarets en Corse, par exemple chez Tao à Calvi, mais qui était plus un cabaret russe, où on chantait aussi en Corse. Il y avait évidemment des Corses qui fréquentaient. Mais le concept était plutôt cabaret russe chez Tao, qui était d'origine russe. L'inventeur, je pense, un des inventeurs encore, je pense que c'est pas mal Antoine Bonelli. Est-ce que c'est un héritage aussi peut-être d'autres formes autour du bassin méditerranéen ? Parce que, on peut voir ce phénomène en Italie ou en Espagne. Bon, peut-être en Espagne, il y avait déjà les bars à flamenco, donc c'est peut-être à rapprocher, je ne sais pas, du concept de cabaret. Est-ce que vous avez écho justement d'autres formes qui existaient un petit peu partout autour de la Méditerranée ? Je ne sais pas si c'est ailleurs en Méditerranée, parce que je ne suis pas assez érudit pour le dire, ce qui se passait à l'époque en Italie ou pas. Bon, il est évident que les années 50, de toute façon, les années 50 sont très riches musicalement. Et en France, il y a le phénomène des cabarets parisiens, par contre. Il y a le cabaret de Montmartre avec Patachou, où jouaient d'ailleurs des Corses comme Michel Mallory ou Taobi. Et puis il y a aussi tous les cabarets de la rive gauche, où ont commencé les Brel, Brassens, Mouloudji, ou même Serge Gainsbourg. Donc il y a vraiment une émulation autour de la musique dans ces années d'après-guerre. Je pense qu'il y a simplement une envie de s'amuser aussi après les difficultés de la guerre. On est passé d'une guerre à l'autre en 20 ans. Donc évidemment, les gens ont envie de s'amuser. Et c'est une grande époque musicale, les années 50. Alors le plus vieux cabaret, si on peut dire, ça serait le son des guitares à Ajaccio ? Le plus vieux cabaret en Corse, encore en activité, je pense que c'est chez Tao à Calvi. Ça, c'est sûr, c'est certain, parce que je crois qu'il a été monté dans les années 30, au début des années 30. Antoine Bonnet, c'est plus une transformation, parce que son père avait déjà un bar dans la rue Fèche à Ajaccio. Ensuite, ils ont pris celui du Roi de Rome, ils l'ont appelé le son des guitares, à partir d'un film, évidemment, de la grande figure des cabarets de la chanson corse de l'époque. C'est Tino Ross, évidemment, son film au son des guitares. Donc je pense certainement, je ne vais pas faire de problème, parce qu'après on va me dire oui mais tu oublies qu'il y avait un cabaret à tel endroit, mais dans sa forme, comme je disais, structurée, je pense que oui, Antoine Bonnet est certainement l'un des premiers. Oui. Alors un cabaret justement, c'est quoi ? C'est une petite scène, c'est une proximité avec le public, c'est des figures, des personnes qui reviennent sans cesse pour faire des soirées, c'est des artistes qui tournent. Comment c'est le cabaret début des années 50 ? Ce qui est sûr, comme je disais, de façon amateur, je dirais, il y avait des bars à guitare où les gens venaient, les amateurs se mettaient à chanter spontanément en Corse. Ça a toujours existé, ça. Il y avait les petites caves à vin, les petits bars. Mais chez Bonnet, c'est vrai que, comme je vous le disais, ils étaient payés. Il y avait des musiciens qui étaient là, comme Jean Boz, comme François Jordan, qui étaient payés pour être là pendant toute la saison. Eux, ils avaient leur répertoire, ils accompagnaient Antoine Bonnet et des chanteurs. Et
quelquefois, là aussi, d'autres se levaient. Mais ce qui faisait la caractéristique des cabarets corses, je pense que c'est la variété des styles musicaux et surtout ce fait qu'il y avait beaucoup de chanteurs qui se succédaient. Dominique Lanzala, merci. On se donne rendez-vous demain. On va continuer évidemment à évoquer ces cabarets corses. À demain, merci. À demain, merci. Bonsoir, bienvenue dans Storia Australia pour cette seconde émission en compagnie de Dominique Lanzalavi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes réalisateur documentaire, auteur de cet ouvrage publié aux éditions Albiane Cabaret Corse, au temps des guitares. On va continuer évidemment à évoquer ce sujet. On va parler du développement. On a vu donc une naissance, on peut dire, du cabaret entre l'avant Seconde Guerre mondiale et évidemment l'après. C'est l'âge où finalement ce phénomène explose. Comment finalement ça va se développer? Est-ce que c'est d'abord la Corse? Est-ce que le phénomène va ensuite aller sur le continent? Comment ça va se mettre en place? Alors c'est vrai qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on s'aperçoit qu'on passe vite de ces petites caves à vin, de ces petits bars à guitare d'avant-guerre à un cabaret plus structuré comme chez Antoine Bonnet et Ajaccio ou d'autres. Il y a vraiment un phénomène concomitant un peu partout en Corse au même moment, puisque à Propriane, on va avoir le Café de la Marine de Maria Léandre, et à Bastia, on va avoir le Radagio de Tintin Pasqualini, il y avait déjà le Caveau du Marin, en Balagne, un peu partout, ça se développe. Alors ça se développe certainement parce qu'il y avait une clientèle, pas seulement corse, je pense. Les Corses sortaient beaucoup, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'ils avaient les moyens d'alimenter les cabarets à l'année. Moi, je pense que c'est très lié au développement du tourisme dans les années 50. On a eu les congés payés en 1936, mais les Français n'ont pas pu partir puisque 3 ans après, il y a eu la guerre. Donc, c'est vraiment dans les années 50. D'abord, il faut reconstruire avant de s'amuser. Dans les années 50, on a vraiment le développement du tourisme en Corse. D'ailleurs, il y a beaucoup d'archives audiovisuelles qui montrent tous les programmes immobiliers incroyables où on favorisait même les hôtels sur la plage et sur les rochers. Donc, les premiers touristes commencent à arriver. Donc, la Corse bascule dans autre chose. Elle s'ouvre au monde. Et évidemment, ça crée une manne pour tous ces établissements. Les gens viennent, ils veulent du dépaysement. La Corse, c'est un dépaysement total à l'époque, de venir en Corse. Ce qu'explique Michel Mallory dans les films que j'ai fait sur le phénomène des cabarets aussi. Donc, ils ont ce dépaysement, ils entendent ces chants corses, ces chants méditerranéens. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que ça explique que beaucoup de cabarets se sont montés dans ces années-là. On est à peu près, on pourrait le dire, dans les années 57, à peu près. C'est ça, oui, entre 55 et 60. Justement, quand il y a ce plan régional qui se met en place et que le tourisme devient un levier aussi important. On peut dire que finalement, le cabaret est peut-être créé au départ pour les touristes, mais les Corses se l'approprient quand même. Les Corses l'avaient déjà, en fait. Ce que je dis surtout dans le film, j'explique que les cabarets naissent à peu près en même temps que les programmes immobiliers sur le bord de mer, mais il y a aussi, par exemple, Corté, où il y a des bars à guitare dans toute la ville, de mandolines, l'accordéon. Il y a vraiment une grosse tradition musicale en Corse. Les Corses aiment chanter, il y a une influence du lyrique, du bel canto, il y a une influence certainement de l'Italie, de la chanson française aussi. Donc il y a une grande richesse musicale à cette époque-là. Donc évidemment, les Corses les fréquentent, mais il y a aussi beaucoup de touristes. Est-ce qu'on peut aussi peut-être lier ça à une sorte d'exode rural aussi? On peut dire que finalement les villages se vident, se sont déjà bien vidés et continuent de se vider encore. Donc il faut recréer des lieux de convivialité au sein des villes comme Ajaccio, comme Bastia, comme Corté. Alors ça, certainement, mais même, je dirais qu'à l'époque, dans ces villes-là, il y a déjà aussi une ambiance de village. À Bastia, dans le vieux Bastia, il y a les chansons qui en témoignent. Il y a des chansons connues bastiaises qui parlent justement d'un arrêt qui écrivait sur A Fala di Figadio, ce genre au Campagni di San Juan. On retrouve cette ambiance villageoise des villes. Il y a un exode, c'est vrai, des villages vers la ville, et puis il y a un exode surtout des Corses vers le continent qui vont amener ce phénomène des cabarets un peu partout où ils vont se rendre. Alors, les villes phares, on peut le souligner, c'est Paris, Marseille. Oui, un peu la Côte d'Azur, Nice, tout ça, mais c'est vrai que les deux grandes villes, c'est quand même Paris et Marseille. Et je dirais même plus à Paris. À Marseille, il y a le mythique son des guitares qui est toujours ouvert d'ailleurs, et puis il y en a 2 ou 3 autres. Mais à Paris, il va s'en monter un peu partout. Alors parfois, c'est pas forcément des vrais cabarets. Parfois, ce sont plus des restaurants avec des musiciens, des bars avec des musiciens. Le vrai cabaret parisien, il n'y en a pas eu tant que ça, finalement. Mais il y avait quand même une possibilité de travailler pour tous ces Corses, même l'hiver. C'est-à-dire que d'habitude, les musiciens travaillent l'été. Il faut dire que ces cabarets, ça leur a permis de gagner leur vie. Et puis, ils vont partir l'hiver à Paris et trouver du travail assez facilement, puisqu'il y a une grosse communauté corse. Donc, il y a beaucoup d'amicales de Corse avec des soirées de gala et des établissements qui ouvrent à Paris.
Dominique Lanzalavi, merci. On se donne rendez-vous demain. On va parler de ces premières figures qui apparaissent dans ces cabarets à la fin des années 50. Merci, à demain, au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra. Nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Dominique Lanzalavi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur et vous êtes aussi réalisateur de documentaires. On parle de ce documentaire et de ce film Cabaret Corse, au temps des guitares, donc aux éditions Albiane. Hier, nous avons évoqué le développement de ces cabarets en Corse et puis aussi sur le continent. On va parler de ces premières figures, des figures marquantes puisqu'elles ont traversé, on ne va pas dire les siècles, puisqu'on n'est pas dans les siècles, mais en tout cas les décennies. Oui, dans les premières figures, il y a évidemment l'entourage de Tino Rossi. Comme je disais, l'influence de Tino Rossi, elle est indéniable sur le répertoire, sur l'ambiance. C'est lui qui a fait connaître aussi la Corse sur le continent. Donc les touristes, ils veulent entendre des chansons de Tino Rossi. Les Corses adorent ce répertoire aussi. Donc on retrouve ces musiciens comme Antoine Bonnet, il est le patron du son des guitares d'Ajaccio, qui est incontournable. Un autre guitariste célèbre d'Ajaccio, Polo Quici, qui va monter le pavillon bleu à Ajaccio aussi. Et puis à Bastia, les grandes figures comme Tintin Pasqualini, par exemple, ou Maria Leandri à Porpriano, pardon. Donc ça, ce sont les grandes figures des cabarets corses. Mais je suis toujours gêné quand on me demande de les citer, parce qu'il y en avait tellement que je ne peux pas citer tout le monde. Par contre, il y a aussi tous les musiciens, tous les guitaristes. Il y a une génération assez incroyable de guitaristes corses. Donc, on peut parler de Jean Bozzi, François Giordani, qui ont été formés à l'école aussi d'Antoine Bonnet. Tout ça, c'est l'entourage. Et certains travaillaient un peu chez Antoine Bonnet, les d'autres montaient après travailler au Pavillon Bleu chez Polo Quici. Et puis, tous les guitaristes bastiais, Coco Venturi, Mimi Bonin, enfin bon, tout le monde les connaît. Tous ceux qui s'intéressent à cette époque-là connaissent bien ces guitaristes. Et puis, surtout, toute une génération de chanteurs qui va apparaître. Alors là, je ne peux peut-être pas tous les citer aussi, mais il y a évidemment les débuts d'Antonio Ciosi, qui a commencé à chanter aussi dans une petite opérette avec Tino Rossi avant de chanter dans les cabarets et de connaître la carrière qu'on connaît. Les Tony Tog, j'hésite toujours à citer, il y en a trop, il y en a des dizaines et des dizaines, et aussi pas mal de femmes d'ailleurs à cette époque. Oui, ce qui est assez étonnant, finalement, les figures féminines sont bel et bien présentes. Le cabaret n'est pas un univers exclusivement masculin. Non, il y a déjà les propriétaires de cabarets féminines, comme je disais, Maria Leandra Propriano, ou chez Paulette, l'Ajaxienne à Paris, donc elles tiennent des cabarets, et puis il y a beaucoup de chanteuses aussi, et bon, évidemment de Regina et Bruno, qui a encore Marfise, il y en a tellement... il y a Maghizzani, il y a Bastia, enfin bon, il y a vraiment beaucoup de chanteuses corses à cette époque, oui. Alors on l'a vu, ce sont des musiciens aussi qui apprennent sur le tas, hein, le grand, on peut dire le grand, on voit que ça, tout s'apprend sur le tas, on ne connaît pas le solfège, ce sont des musiciens véritablement de rue, je ne sais pas si on peut donner véritablement ce terme, mais... Alors, disons qu'il y a des compositeurs, il y a des gens qui sont... érudits dans la musique. Certains, oui, il y a des compositeurs qui étaient professeurs de musique. Mais à côté de ça, il y a beaucoup qui effectivement ont été autodidactes. Mon propre cousin mandoliniste, Angelo Lanzalavi, il me disait qu'à Corti, il a appris la mandoline un peu tout seul. Et c'était le cas de beaucoup de gens qui étaient capables d'ailleurs d'avoir un répertoire immense. Ils pouvaient connaître 100, 200 chansons comme ça. Aujourd'hui, on voit souvent les jeunes sortir le cahier pendant une soirée. Eux, on pouvait leur demander ce qu'on voulait. Ils connaissaient tout par cœur. Oui, c'est tout par cœur. C'est assez impressionnant, oui. Est-ce qu'il y a des différences entre le cabaret bastien et le cabaret ajaccien au niveau, je ne sais pas, peut-être du répertoire, on parlera du répertoire plus tard, mais au niveau aussi, par exemple, du répertoire, des musiciens, est-ce qu'il y a des différences notables entre le sud et le nord ? Il y a des différences de style dans les guitaristes, parce que pourquoi j'ai appelé ça autant des guitares, c'est parce qu'il y a un vrai aussi style de la guitare corse dans ces années-là, les Corses qui jouent beaucoup avec les guitaristes manouches d'ailleurs, et on dit que les Bastiais avaient un style un peu plus jazz, les Ajacciens un peu plus manouches justement, pas avec les mêmes guitares, d'ailleurs pas même le même style de guitare. Il y a Ajaccio, c'est les guitares Favino qu'on voit sur toutes les photos autour de Tino Rossi, les guitaristes, donc un son beaucoup plus métallique, mandoliniste, donc, et un peu plus jazz peut-être à Bastia, et puis je pense peut-être un répertoire plus tino-rossiste, je dirais, à Ajaccio qu'à Bastia. Voilà. Merci beaucoup Dominique Lanzalavi, on se retrouve demain pour notre avant-dernière émission de la semaine. Justement, on va parler de ce répertoire dès demain. Merci. Merci. Au revoir.
Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostral. Bonsoir Dominique Lanzalavi. Bonsoir. Vous êtes notre invité depuis le début de la semaine pour parler de cette thématique des cabarets corses. On rappelle votre ouvrage Cabaret Corse, Autant des guitares aux éditions Albiane, et puis évidemment aussi le documentaire Autant des guitares. On va parler ce soir du répertoire que l'on joue dans ces cabarets. On l'a vu, peut-être une influence ajaxienne proche de Tino Ross, et puis Bastia, une autre influence. Ce répertoire, au début, est-ce que c'est des reprises exclusivement de grands standards ou de traditions aussi, peut-être napolitaines ou italiennes, ou évidemment de traditions corse aussi? Alors déjà, moi, je n'ai pas connu cette époque, évidemment, les années 30, 40, 50, donc je me suis basé sur ce que les gens m'ont raconté, mais j'essayais quand même de comprendre, en fait, ce répertoire, parce que souvent, moi, je connaissais les chansons, mais j'avais du mal à les dater un peu. Donc je me suis aperçu qu'il y avait certaines chansons traditionnelles corses qui étaient chantées, beaucoup de chansons méditerranéennes, italiennes, de chansons françaises, et évidemment, beaucoup de chansons de Tino Rossi, puisque c'était la grande star de cette époque. Moi, ce que j'ai voulu comprendre, c'est comment de ces cabarets avait émergé un nouveau répertoire. Et notamment Dominique Vincenti, donc du célèbre duo des frères Vincenti, qui ont écrit des chansons merveilleuses, au Dragulino, Spartimenti, enfin bon, et tant d'autres, m'expliquait que lui, par exemple, il jouait à Paris aux Champs et Guitares, qui était certainement le cabaret corse le plus connu de Paris, près de la Tour Eiffel. Et il me disait, on avait un répertoire corse assez mince, finalement. Il me dit, on connaissait les chansons, mais on pouvait tenir une heure et demie. Il a fallu étoffer, en fait. Pardon ? C'est ça, il a fallu étoffer. Et oui, en fait, il me dit, c'est comme ça qu'on s'est mis à composer pour avoir un répertoire un peu plus long, pour tenir un peu plus dans la soirée. Donc, c'est assez drôle, ça. Et on voit qu'il y a quand même des auteurs corses très prolixes à cette époque, évidemment, donc comme François et Dominique Vincenti, Dominique Marfisi, qui a écrit O Signore Magozacce, ou Solenzar, ou Treno di Basti, enfin, tellement de chansons. Donc, il y a certains compositeurs qui se mettent à écrire, là, et de ces cabarets va naître un nouveau répertoire corse, et qui va se transmettre notamment par une nouvelle invention qui est le disque vinyle, et puis beaucoup aussi par la radio. Alors, on va parler justement de ce répertoire, des grandes thématiques. Les premières thématiques, c'est l'exil. Il y a aussi beaucoup d'humour aussi dans ces chansons. Comment vous les qualifieriez ? Ben moi, j'ai l'impression, c'est toujours une impression, je me suis basé sur moi, ce que je pensais de cette époque et ce que m'en disaient les gens. Moi, j'ai l'impression qu'on est passé d'un répertoire assez léger, finalement, on allait dans les cabarets, pourquoi ? Pour boire, pour s'amuser. Bien sûr, il y a des chansons à boire aussi. Voilà, donc Damien Copabi, par exemple, c'est typique, ou Signore Magozacce, qui est une chanson qui fait sourire, chanson de Magagne. Et puis, je me suis aperçu que petit à petit, on passe à des chansons qui aussi assez romantiques, qui décrivent la Corse, peut-être un peu destinées aux touristes aussi, il faut le dire, qui décrivent les beautés de la Corse, des habitudes corses. Et on passe beaucoup à la nostalgie de tous ces Corses exilés qui commencent à parler de leur exil, de leur Corse qui se meurt. Donc on voit que le sujet devient un peu plus sérieux finalement petit à petit, dans des chansons par exemple comme en français aussi, d'Antonio Ciosi et peut-être qu'un jour, je reverrai mon village, au Ridorno de Tony Toga, qui évoque le retour au village et de cette Corse qui se meurt. Et petit à petit, donc, on voit un changement comme ça de répertoire, dans le sérieux, dans l'impression qu'une certaine culture corse s'en allait, aussi dans les chansons des frères Vincenti, par les Mugours, par exemple. Et on va évidemment arriver à des chansons un peu plus politiques après, avec une nouvelle génération qui va arriver. Comment s'opère finalement ce glissement ? Il s'opère au fil des années 60, quand les revendications, le régionalisme commence à naître. Il faut dire aussi que dans ces époques-là, il y a aussi tous les groupes folkloriques, il y a les recherches de Félix Quilici qui sont fondamentales. On avait vraiment l'impression de perdre un patrimoine aussi musical. On chantait certaines chansons, mais on en avait oublié d'autres aussi. On avait oublié complètement la padielle, on avait oublié complètement certaines chansons traditionnelles. Donc il y a, surtout chez les jeunes, mais il y a évidemment qui vont faire de la politique après, ce sentiment d'une perte culturelle en même temps. Et donc on commence à se soucier de toutes ces traditions qui partent, parce que la Corse se vide vraiment de ses forces vives aussi, il faut le dire. Donc déjà, on parle des problèmes de la langue corse qui disparaît. Déjà, on parle des problèmes économiques, de l'exil. Donc forcément, il y a une sorte de malaise, même si ce sont des années où on fait la fête,
En même temps, il y a un malaise qui commence à naître, et puis il y a des revendications qui sont portées dans les médias un peu partout sur les problèmes de la Corse. Donc évidemment, ça transparaît dans les chansons, ça commence à transparaître dans ces années 60, fin des années 60, je dirais. Dominique Lanzalavi, merci. Je rappelle évidemment que ces émissions depuis le début de la semaine sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com. À demain, merci. Au revoir. Merci. Bonsoir, bienvenue dans Story Austral pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Dominique Lanzalavi. Bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle évidemment que vous êtes l'auteur et le réalisateur du documentaire Cabaret Corse, autant des guitares aux éditions Albiana pour l'ouvrage, autant des guitares pour le documentaire. On rappelle aussi que ces émissions que nous avons enregistrées ensemble sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com et on va parler ce soir évidemment encore de cette thématique des cabarets et notamment de la clientèle qui fréquente les cabarets. Alors, les cabarets, d'après ce que m'en disent les anciens patrons et les anciens musiciens qui y jouaient, avaient une clientèle très éclectique. Donc, évidemment, parlons déjà des cabarets ici en Corse. Il y avait évidemment des Corses qui se mélangeaient à beaucoup de touristes. Donc, déjà, là, il y avait un melting pot qui se passait pendant l'été. Il faut dire aussi que tous les acteurs de cette époque ne me parlent que d'une chose. C'était la séduction, les années 50, 60, 70. Donc la Corse s'ouvre à l'extérieur et tous me racontent leurs histoires, leurs conquêtes féminines, je dirais, durant l'été. En hiver, dans les cabarets du continent et d'ailleurs, parce qu'il y a eu des cabarets aussi à Alger, en Afrique, partout, il y avait des Corses. Donc pas dans toutes les colonies françaises, je dirais, il y avait des cabarets corses. Il y a là un mélange qui se fait entre des Corses exilés, entre des touristes qui veulent se replonger dans l'ambiance des vacances, je dirais. Et là, on trouve un peu de tout, comme le dit Antonio Ciosi dans mon film. Il dit on trouvait à la fois le juge, le policier, le macro, le voyou, le professeur, l'ouvrier. Donc il y a vraiment tous les niveaux sociaux. Toutes les classes de la société sont représentées, je dirais, dans les cabarets corses. Et c'est ça qui était assez sympa, finalement. Tout le monde venait là dans un esprit de fête, de convivialité. Et je dois le dire, tous me disent aussi une chose, et ça, ils ne se sont pas passé le mot. Donc, ils disent que toutes ces soirées se passaient sans aucun problème. Public masculin, féminin aussi, on voit beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, oui. La figure féminine, elle revient en permanence. Je vous dis, évidemment, il y a une libération des mœurs. Dans les années 50, 60, dans le film, je montre une archive où on dit qu'en Corse, c'est l'une des rares régions où on peut faire du naturisme. Bon, il est évident que c'est l'époque de la mini-jupe. On est en plein dans les yéyés. Je veux dire, c'est les années 50, 60. En parallèle, il y a les yéyés. D'ailleurs, les acteurs des yéyés viennent dans les cabarets corses. Il y a des photos, on voit les Johnny Hallyday, les Michel Sardou, enfin, tous les gens des années 60 qui fréquentent ces cabarets corses, parce que ce sont des vrais endroits de convivialité, des endroits de fête, et puis certainement pour eux peut-être un peu exotiques aussi, ils entendent parler une autre langue, une autre tradition, donc ça a attiré beaucoup, ça avait vraiment beaucoup de succès. On dit aussi que les cabarets corses sont parfois inspirés des artistes, justement, des yéyés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y avait justement ces interactions parfois? On imagine évidemment entre Michel Mallory et Johnny Hallyday, mais ça existait justement cette rencontre entre cette culture musicale corse et cette musique variété française? Il y a même des versions un peu de certaines chansons corses un peu rock presque à cette époque. Maghizzani par exemple avec Nanou Joule, ils avaient un groupe de twist. Ou même Michel Mallory, il a fait des reprises déjà à l'époque des chansons corses. Dans une version un petit peu yéyé, même Antonio Ciosi, ou Regina Ebroun. Il y a vraiment, oui, bien sûr, il y a des passerelles entre les deux. Et puis, il y a aussi des amitiés, puisqu'ils fréquentent les mêmes endroits. On le disait dans une autre émission, Taobi et Michel Mallory jouaient chez Patachou. Chez Patachou, il y a tout le gratin de Paris qui venait chanter. Et donc, il y a des amitiés qui se sont créées. Michel Mallory est devenu l'un des principaux paroliers, je dirais, de Johnny Hallyday. Taobi, on sait très bien que chez lui, toutes les stars viennent parce qu'ils sont amis depuis cette époque-là. Donc, il y avait des vraies passerelles. Et puis surtout, on retrouve les Corses dans beaucoup d'émissions de variété. Il y a énormément d'archives des années 60-70 où on voit des Corses invités dans les grandes émissions nationales, je dirais. Et il y a même des émissions qui étaient en direct d'Ajaccio, des émissions assez mythiques. Il y a un vrai phénomène de la chanson corse, je dirais, de cette époque, même si certaines chansons étaient chantées en français, je dirais. Il y a un vrai engouement national pour la chanson corse. Justement, il y a cette passerelle aussi qui est importante dans les cabarets entre le français et le corse. On passe du corse au français en chantant sans aucun problème. Tout à fait. Chose qui n'existera plus, on peut le dire, à partir des années 70. C'est sûr qu'avec les revendications
génération des années 70 et les nouveaux groupes corses, je dirais, eux ne chanteront que en corse. Les autres chantaient ou en français ou en corse, ou parfois dans les deux, comme Solenzar, qui existe dans sa version corse et sa version française, ou parfois on avait une chanson en français avec un refrain corse. Mais de toute façon, elle parlait de la Corse. Je veux dire, il y a des chansons très fortes en français de cette époque-là qui parlent de la Corse, mais les paroles, même si elles sont en français, sont très importantes. Mais c'est vrai qu'on va passer de plus en plus à l'emploi spécifiquement du corse dans les chansons, forcément. Dominique Lanzalavi, merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va parler de l'âge d'or des cabarets. Merci. Merci, au revoir.